Ah. Si, c'est bon. Ouais. Hier, on a été beaucoup à faire la fête et aujourd'hui, il est temps de passer à l'analyse. Vous êtes sur la chaîne du Canard Réfractaire, nous sommes le 8 juillet et aujourd'hui, on va parler des 10 leçons à retenir de cette élection législative. Allez, première leçon, déjà, les instituts de sondage, c'est du bidon. Enfin, c'est fou quand même, parce qu'ils nous ont bassinés pendant des jours et des jours qu'il y aurait une assemblée majoritairement du Rassemblement National. Après, ils nous ont dit non, mais ça va seulement être 210 députés Rassemblement National. Au final, ils en ont que 143. Bref, vraiment, les instituts de sondage sur les élections locales comme ça, c'est nul. Vraiment nul. Donc le RN, ils arrivent que 3e avec 143 députés. Après, c'est les macronistes qui en ont 168. Et au final, le nouveau Front Populaire arrive premier de ces élections avec 183 députés. Les Républicains en auront 45. Et puis après, c'est une trentaine de gens qui sont en dehors des partis. Deuxième leçon, ce qui a totalement changé le résultat de ces élections, ce sont les désistements au second tour. En mettant en place un très fort barrage républicain, le NFP et les macronistes, ils ont réussi à augmenter leur nombre de sièges au détriment du RN qui, malgré le fait qu'il soit le premier parti de France en termes de voix, arrive seulement 3e au nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Donc, si le RN est arrivé 3e, ce n'est pas parce qu'il y a eu une démobilisation de l'électorat du RN. C'est pas parce que tu as eu une crise qui a été résolue de la bonne manière ou quoi que ce soit. Non, la situation est exactement la même. Simplement, les règles de l'élection législative se sont faites au détriment du Rassemblement national. Parce que quand tu regardes sur le papier, ils ont fait 10 millions de voix aux législatives au second tour là. Ils ont progressé globalement partout, particulièrement dans les régions et les campagnes. Ils ont doublé leur nombre de députés, c'est pas rien quand même. Ils sont pas majoritaires, mais en vrai, c'est pas forcément un mal pour eux, quoi. T'imagines s'ils étaient à 300 députés, ils auraient mis Bardella à Premier ministre, et du coup, ça aurait été la bagarre avec Macron qui aurait court-circuité toutes les mesures de l'Assemblée nationale, et on se serait retrouvé avec un Bardella qui fait à peu près la même politique que Macron, et ça l'aurait compromis, notamment pour les élections 2027. Ils auraient perdu leur argument « on n'a jamais essayé », tu vois. Et là, ils ont toujours cet argument-là. On n'a jamais essayé le Rassemblement national, y compris en 2024, donc ils vont pouvoir le sortir en 2027 pour gagner et les présidentielles et les législatives qui arrivent juste après. Sachant qu'en attendant, tu vas voir Bolloré qui va passer à la charrue dans toute la société française à travers ses médias pour que 6 mois avant l'élection présidentielle de 2027, tu as Le Pen qui arrive comme une fleur pour se présenter comme l'alternance. Comme dirait Ouria Boutedja, ceux qui croient autre chose qu'un sursis ont tort. Troisième leçon, les partis de gauche vont payer le prix de leur victoire. Alors au café associatif là que je vous ai montré au début, t'as Youn qui nous a fait des calculs incroyables pour montrer en gros ce qui a été vu partout, c'est que 50% des électeurs de Macron ont voté pour le nouveau Front Populaire et 72% des électeurs du NFP, ils ont voté pour Macron. Ça c'est les résultats du barrage républicain, des désistements, de cet arrangement de fait entre la Macronie et le nouveau Front Populaire pour que le RN perde un maximum de sièges. Et cet arrangement de fait avec les macronistes contre le RN, ça a permis au NFP de gagner 30 sièges de députés. Ce qui fait que de nombreux députés du NFP ont été élus grâce au report de voix des macronistes, ce qui va pousser ces députés et les appareils à maintenir le flou qui les distingue des macronistes pour maintenir ce report de voix à l'avenir. Et le cas Ruffin, il est exemplaire. À un moment, il disait oui, il faut soutenir l'arrachage des chemises des patrons, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est des tracts bleu, blanc, rouge avec François Bayrou derrière à critiquer la France insoumise. C'est un cas particulier qui montre que les alliances avec les macronistes mélangent de fait ces deux électorats et va créer une tendance vers un ramollissement de la ligne des partis pour continuer à profiter de ce barrage-là. Alors, petite parenthèse, quand je dis tendance, ça veut dire qu'il y a une force qui pousse vers une direction. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va arriver. Là, dans notre exemple, le PS va être poussé à suivre Macron, mais aussi, comme on va le voir plus loin, ils vont être poussés à s'en détacher pour pouvoir se présenter au présidentiel, tu vois. Donc ça pousse d'un côté, ça pousse de l'autre. La réalité, c'est quoi? C'est le résultat de ce rapport de force. On ferme les parenthèses, on passe à la 4e leçon. Il va y avoir du changement à gauche. Avec cette alliance éphémère, le nouveau Front Populaire, ça a arrangé les affaires des insoumis, des communistes et des écolos qui ont réussi à maintenir à peu près leur nombre de députés malgré la montée du RN et la propagande médiatique. Mais cette même alliance a permis par contre au Parti Socialiste de gagner 30 sièges de députés. La NUPES était hier majoritairement insoumise, aujourd'hui elle est majoritairement PS et écolo. La victoire du NFP s'est donc fait au prix d'un retour de François Hollande, d'un renforcement de la ligne la plus faiblarde du PS, Macron compatible. Ça va se payer aussi cash au présidentiel car ça va justifier la formation d'une candidature de centre-gauche probablement menée par le Parti Socialiste pour 2027 contre la candidature insoumise. 5e leçon, le macronisme finalement
il n'est pas mort. Encore une fois, grâce à l'arrangement du barrage républicain, le NFP a empêché la majorité RN, mais ils ont aussi sauvé la face du macronisme, hein. Ceux-là qui étaient destinés à s'effondrer se maintiennent, et même mieux, ils seront probablement le premier groupe parlementaire du pays, vu que le NFP, ils vont faire comme la NUP, hein, se diviser en plusieurs groupes parlementaires en fonction de leur parti. Et vu que le RN et LFI ne voudront pas cohabiter avec le gouvernement Macron, la Macronie reste l'élément central sur lequel vont se greffer les autres pour se construire une future majorité. C'est Macron qui va négocier avec le PS et LR pour former la seule majorité possible autour du bloc central pour cette assemblée tripartite. En réalité, pas grand-chose ne change depuis 2022. Macron est donc affaibli, il a perdu 80 députés, oui, mais il garde une position centrale dans le Parlement. Et en même temps, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, s'ils n'avaient pas fait ça, ça aurait été sans doute pire. C'est ça la complexité de la situation. 6e leçon, le PS, c'est l'avenir. Ouais. Ok, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas besoin de majorité au Parlement. En vrai, il n'y a pas besoin de ça. En 2022, déjà, les macronistes n'étaient pas majoritaires. Ils n'avaient pas les 289 députés, tu vois. Mais ils ont quand même réussi à nommer les gouvernements qu'ils voulaient. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu n'avais pas une majorité de députés pour voter ensemble la motion de censure contre le gouvernement macroniste. Donc, sans majorité, les macronistes peuvent quand même avoir le gouvernement. Le défi, donc, pour Macron, plus minoritaire que jamais, va donc être de former un gouvernement qui ne se fasse pas censurer. Non pas qu'il soit soutenu par tout le monde avec toutes les étiquettes et tout, officiellement machin, non, juste qu'il ne soit pas censuré. La nuance est importante. Il suffit par exemple, par hasard, je dis ça vraiment au hasard, que le Parti Socialiste ne vote pas les motions de censure avec le Rassemblement National. Ce qui fait que les motions de censure ne seront pas majoritaires et que le gouvernement proposé par Macron ne sera pas destitué, donc gouvernera. Et LR, eux, ils ont prouvé que on pouvait pas compter sur eux pour renverser un gouvernement. Ils avaient l'occasion de le faire ces 2 dernières années, ils l'ont jamais fait. Parce qu'en vrai, la politique de Macron, c'est la leur, donc ça leur va bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PS et les écolos sont donc en position de faiseurs de roi. C'est eux qui vont décider ou non si un tel gouvernement va se faire censurer ou pas. Ce qui fait que tu as des négociations qui étaient déjà là avant et qui reprennent donc après là maintenant entre Macron et le Parti Socialiste pour signer publiquement ou de manière privée un tel accord, tu vois. Pas de censure contre des postes et un bout de programme. C'est comme ça qu'il peut y avoir un gouvernement macroniste soutenu non officiellement par le Parti Socialiste qui se maintienne au gouvernement. Et après, chaque loi sera votée au cas par cas en fonction des groupes parlementaires. Ce qui fait que Macron est de retour dans une position à la Macron à devoir faire la synthèse entre le PS et LR, ce qu'il sait faire. Surtout que, niveau candidat à l'opportunisme en 2024, il y a de sacrés types quand même, hein. La victoire, ça commence ce soir. Nous sommes prêts. Nous sommes totalement prêts. Totalement prêts. Ouverts, et on va apaiser ce pays. Voilà, dans le dialogue, tous ensemble. Ouais, apaiser le pays, ça veut dire trouver une majorité stable, donc faire une coalition avec la Macronie. Ouais, ce sera peut-être pas si compliqué que ça au final, hein. 7e leçon, on va donc aussi vers une potentielle instabilité parlementaire. Ouais, parce que tout n'est pas aussi simple que ce que je viens de dire. On va apporter un peu de subtilité. Imaginons, Macron, il doit faire une loi de salopard pour réduire le déficit. Ça va arriver très rapidement, ça. Et du coup, à l'Assemblée nationale, ça passe pas, parce que t'as pas mal de gens du NFP et peut-être du Rassemblement national aussi, qui ne veulent pas voter cette loi-là, histoire de ne pas se compromettre aux yeux de leurs électeurs. Avant, Macron, il aurait passé ça en 49.3, sachant que les LR ne voteront pas la censure, tu vois. Sauf que maintenant, s'il veut faire un 49.3, il doit avoir le soutien de LR, mais aussi du Parti Socialiste et des écolos, tu vois. Sauf que eux, le PS et les écolos, ils doivent aussi préparer une campagne présidentielle. Ils doivent aussi à peu près un peu respecter le programme de pourquoi ils ont été élus, tu vois. Ce qui fait que le même opportunisme qui fait que certains vont aller chez Macron vont faire que certains aussi vont lutter contre Macron pour se présenter comme une alternative à Macron pour les présidentielles. Et donc vont s'opposer à Emmanuel Macron sur cette loi qui vise à, je sais pas, à détruire le chômage, détruire la retraite, tout ce que tu veux, pour essayer de se faire bien voir aux yeux de leurs électeurs. Donc même s'il y a des opportunistes, il est possible que si Macron tente un 49.3 dans ces conditions, qu'il y ait une motion de censure qui passe et que du coup le gouvernement soit démis de ses fonctions. Tu vois ce que je veux dire ? Comment l'opportunisme, ça joue dans les deux sens. Et évidemment, la peur même de la censure, ça va pousser les macronistes à ne pas forcer la main et donc potentiellement à limiter les 49.3 et à tenter de trouver des solutions au niveau des débats parlementaires. Des débats que pourront bloquer à coup d'amendement, notamment les insoumis, ce qui va permettre de créer des tribunes permanentes pour les députés pour critiquer la Macronie, etc. Bref, quand on réfléchit à ce qui va se passer, on se rend compte que la dynamique même de l'Assemblée nationale va être transformée, et ça, c'est dû à la peur de la censure et de la difficulté de
de former un gouvernement. D'où le fait qu'Attal, là, dans son discours, il parle d'un retour du Parlement, tu vois, en disant qu'il va falloir trouver de nouvelles alliances et discuter, etc. Ce qui fait que dans les prochains mois, dans les prochaines années, par opportunisme, il risque d'avoir des alliances un peu dégueulasses, mais aussi et en même temps, des blocages, des censures et des changements de gouvernement. Bref, ce qu'on appelle une instabilité parlementaire. 8e leçon, ne pas oublier que les élections n'ont absolument rien résolu, que les crises perdurent et que Macron, s'il est malin, il va pouvoir s'en servir. Genre, il va dire, regardez, il y a les JO qui arrivent, il faut un gouvernement, et puis regardez, il y a le déficit, t'as l'Union Européenne, t'as la guerre, t'as la Kanaki, il faut voter le budget, etc., etc. Bref, il va mettre la pression pour qu'un gouvernement se forme rapidement avec ces conditions. Et à côté, en même temps que ce truc-là, on a bien compris que tous les médias, c'est juste des armes de propagande au service des grands pouvoirs en France, tu vois. Et donc, ils vont mettre une immense pression sur les leaders du NFP, particulièrement du Parti Socialiste et des écologistes et du PCF, pour essayer de dire, les gars, il faut absolument former un gouvernement, il faut absolument retirer vos petites concessions, je sais pas trop quoi, là, et y aller, tu vois. Et rappelez-vous que le PS, les écolos, tout ça, ce sont exactement les mêmes types qui ont cédé aux médias lors de la séquence sur la Palestine. Et pareil pour les législatives aussi. Donc imaginez que tu as le Macron, tout le monde qui dit les JO, il faut un gouvernement, que tous les médias disent il faut un gouvernement pour les JO, c'est la France, tout ça. Évidemment, le PS, ils vont craquer. Évidemment. Ou en tout cas, suffisamment vont craquer pour ne pas voter la motion de censure quand Macron va proposer un gouvernement. Surtout si Macron il est malin et qu'il donne quelques gages dans ce gouvernement-là pour que tu aies une partie du Parti Socialiste et des écolos qui ne votent pas la censure. Bref, il y aura des négociations, il y aura des compromis, mais il y a des chances que ça se fasse quand même. La principale force de la Macronie pour former ce gouvernement, c'est donc l'opportunisme appuyé par un soutien médiatique. Et ça, en vrai, c'est une force qui est assez fiable. 9e leçon, en vrai, on a quand même l'impression de s'être fait avoir, quand même. Enfin, je veux dire, pour reprendre la formule, c'est un sursis, c'est une prolongation, mais c'est pas une rupture, c'est ce qu'on avait déjà, en fait. Après toutes ces alliances, ces mensonges, ces tambouilles, ces propagandes, on se retrouve avec la même situation. Et on a toujours en fond cette avancée progressive du Rassemblement national qui peut largement prétendre à l'alternative en 2027, et du coup, remettre une pièce dans la machine électorale en disant « Ah, le RN, on n'a jamais essayé, on va attendre 5 ans avant de se bouger, tu vois ». Bref, comme d'habitude, avec les élections, et ça fait quand même pas mal de temps qu'on a ce sentiment-là, quoi qu'il arrive, rien ne change. On a vraiment cette impression-là, quoi. Et que les crises, elles sont toujours là et qu'elles sont jamais réglées. Et 10e et dernière leçon, cette campagne, en vrai de vrai, ça a aussi été une campagne de terrain. Je veux dire, on a vu des bus, par exemple, d'insoumis se remplir pour faire du porte-à-porte, des gens qui n'avaient jamais milité allaient distribuer des tracts. Bref, on a vu une campagne présidentielle s'organiser dans 577 circonscriptions en même temps. Alors ça a été purement électoral vu que ce sont des élections, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Et c'est particulièrement intéressant avec les insoumis, tu vois, parce que eux, ils ont résisté contre les médias et les pouvoirs d'État qui, ouvertement, de manière répétée, disaient que les insoumis étaient antisémites, sans aucune forme de nuance, tu vois. C'est un peu la dernière cartouche que tu peux envoyer à un opposant politique. Ils ont tiré ça à coups de rafale, et pourtant, ils sont toujours là, tu vois. Ça veut dire que le cuir des insoumis, il est dur maintenant, il est très dur. Alors ça ne les fait pas gagner pour autant, mais ça montre qu'une large partie de l'électorat est devenue insensible à la propagande médiatique. Et ça, c'est bon à prendre, ça. Il est possible que le destin de ces élections, ça s'est fait aussi grâce au travail sur le terrain. L'idée étant, évidemment, que cette mobilisation ne faiblisse pas trop avec le temps, tu vois, qu'elle arrive à s'ancrer sur le terrain, qu'elle s'élargisse au-delà des clivages électoraux et que les conversations continuent en dehors de la télévision, que des actions soient menées. Et ça va se faire d'ailleurs assez difficilement parce que le gros des campagnes, quand même, ça a été mené par les équipes de députés avec leurs assistants et compagnie qui voulaient absolument re-signer leurs précieux CDD, tu vois, qui voulaient gagner pour revenir à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui, retournent à Paris. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de militants sur le terrain là tout de suite. Mais en même temps, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi faire des actions qui vont dépasser le seul cadre du on vote Front Populaire, ou on vote RN, ou on vote machin. Ça peut aussi valoir un élargissement, tu vois ce que je veux dire? Donc la question pour tout le monde, militants du NFP ou d'autres, tu vois, vraiment tout le monde, même ceux qui ne sont pas mobilisés, la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir continuer ces actions-là? Comment est-ce qu'on va se structurer? Comment on va faire en sorte qu'il y ait autre chose pendant ces 3 prochaines années que la télé qui raconte les mêmes conneries et qui impose ses idées, ses clivages et ses candidats? Bref, si on fait le bilan, on a un sursis. On a une instabilité, on a de futures trahisons, on a une gauche prétendument renforcée, mais de la pire des manières, et on a un RN qui continue de marcher tranquillement vers le pouvoir d'État. Rien n'est réglé, et il va falloir régler tout ça à un moment donné. Et d'ailleurs, toi, tu as des idées d'actions, de trucs qu'on pourrait faire, là?
Non, parce que j'en connais qui pourraient être intéressés par commentaire d'avoir de bonnes idées à faire, et surtout, nous, à Guingamp, on aimerait bien mener des actions, tu vois. Donc, si vous voulez nous inspirer, n'hésitez pas à commenter et à mettre les idées que vous voulez mettre en place, que vous aimeriez que quelqu'un mette en place chez vous. Et même si vous faites des actions, contactez-nous sur sabouge@lecanardréfractaire.org pour qu'on puisse en parler dans les vidéos et même pourquoi pas aller vous voir. C'était le Canard Réfractaire, votre média indépendant de révolte. Pour nous soutenir, vous pouvez nous financer via des dons réguliers sur Tipeee. C'est aussi une façon de militer et de nous permettre à nous aussi de tenir dans les mois et les années à venir. Parce qu'à mon avis, il va y en avoir du boulot, hein. C'était Kouro au montage, Paul à la recherche. Des bisous et à la prochaine.